Chers amis du PP, ou plutôt on va commencer par les non-amis, donc tous ceux qui ont été embarqués vers cette vidéo par les moteurs de recherche du fait du titre que je lui ai donné, j'ai réussi ma soudure. Il ne sera pas question de soudure de pièces métalliques, comment réussir cette soudure, comment bricoler, etc. Donc si vous êtes venu ici par ce biais, vous pouvez cliquer tout de suite en haut à droite. On parle là de soudure agronomique, c'est-à-dire la soudure entre une année de production et les stocks, les réserves qu'on a fait, et la production de l'année suivante. Cette période où on a de moins en moins de production et où la nouvelle production n'est pas toujours au rendez-vous, parfois elle l'est, parfois elle ne l'est pas, s'appelle la soudure. Et donc il s'agit bien, dans le même esprit, de rapprocher deux pièces, en l'occurrence deux productions, sans qu'il y ait de casse entre les deux. Alors certains vont me dire, mais pourquoi j'utilise ces titres un peu ambigus, parfois jeu de mots, parfois pas de jeu de mots, juste flirter comme ça avec le nonsense, pour plusieurs raisons. C'est mon état d'esprit. La première chose qui me vient, c'est que ce n'est pas parce que ce que je dis est sérieux qu'il faut le dire de façon chiante, sans humour, sans jeu de mots, etc. Et donc oui, j'aime bien ce type de jeu de mots, considérez que je suis comme ça, c'est tout. Ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, tant pis, cliquez en haut à droite, c'est pas mon problème. Il est évident que je perds sans doute, certains m'ont fait la remarque, une part d'audience potentielle drainée, on va dire, par les moteurs de recherche. YouTube a des moteurs de recherche et en fonction de ce que vous regardez, va vous proposer quelque chose que l'algorithme pense correspond à vos préoccupations, à vos façons de penser, etc. Et ce système, je le déteste. Je le déteste parce que petit à petit, si on ne fait pas gaffe, ce sont ces algorithmes qui vous serviront de plus en plus de choses qui vont dans le sens de ce que vous pensez déjà et qui feront de vous des sortes de moutons guidés par quelque chose, une intelligence artificielle. Quoi? Une intelligence artificielle? Une connerie monumentale, un algorithme mathématique. Si vous avez regardé 5 fois Covid, eh ben, on va vous proposer une 6e vidéo Covid. C'est-à-dire, on vous enferme dans un formatage de vos esprits et vous ne vous en rendez pas compte. Donc, mes titres ont aussi un côté rebelle par rapport à ça. Je fous le boxon. Et celui qui va vouloir se renseigner sur la culture de l'ail et qui tape ail, culture de l'ail, A-I-L, ne tombera jamais sur ma vidéo qui s'intitule ail, A-I-2-E, ça urge. Là, il faut l'esprit humain. Là, il faut l'esprit humain et ce qui s'appelle l'intelligence réelle, la finesse d'esprit, qui s'oppose à la bêtise structurée d'un algorithme qui calcule des probabilités. Donc oui, pardon, j'ai dit que j'étais poli, je me moque de ce système et donc dans mes vidéos, comme d'ailleurs dans mes bouquins, beaucoup de titres sont des jeux de mots, sont alors réussis ou pas. Vous avez le droit de ne pas aimer du tout, vous avez le droit de trouver ça nul. L'humour est une chose extrêmement difficile.
Et il n'est pas humoriste qui veut. J'aimerais bien être Raymond DeVos. J'aimerais bien être... Je citais que des morts, comme ça évite les polémiques. Ça évite que Gad Elmaleh m'envoie ses avocats parce que... voilà, donc... J'aimerais bien être Raymond DeVos, j'aimerais bien être Robert Lamoureux, j'aimerais bien être Guy Bedos, j'aimerais bien être Fernand Reynaud, etc., etc. Je ne le suis pas. Donc accepter que je fasse à mon niveau ce que je suis capable de faire, peu, mais c'est ça. Bien évidemment, donc, je perds de l'audience. Mais bon, mon régulateur, ce que je fais ou ce que je ne fais pas ne dépend pas du fait que vous êtes 100, 1000 ou 10 000. Je préfère 100 qui rigolent d'une de mes vannes et qui ont trouvé AI, malgré le fait que c'est écrit AI, 2 points, donc tréma, que 10 000 qui se précipitent là-dessus parce qu'ils veulent la dernière recette sur comment réussir mon AI sans me fatiguer le ciboulot. Ah, oui. Donc voilà, c'est volontaire, c'est un hommage aux humoristes et je pense aussi à ceux plus récents qui sont morts, Coluche, etc., etc. C'est l'hommage à mon niveau. Je ne suis pas un grand humoriste, sinon je serais tout le temps à la télé. Donc soudure, disais-je, et rapprochement entre mes périodes de récolte. Et donc cette année, j'ai été particulièrement satisfait d'avoir le chevauchement entre mes dernières récoltes et mes derniers stocks de légumes. Donc j'ai encore des céleris en jauge, enfin dans un silo. Les choux, les mâches, etc. ont commencé à fleurir. Donc là, c'est la fin. Maintenant, je laisse d'une part les butineurs butiner et puis d'autre part ces plantes produire des graines qui me feront la production de la fin de l'année et du début de l'année prochaine. Et donc, sont arrivés suffisamment tôt dans les conditions que je vais indiquer dans la vidéo qui suit, les premières productions de laitue paumée. Donc la vidéo qui suit a été tournée le 1er avril, ce n'est pas une blague, et elle a été tournée avant des vidéos que j'ai mis en ligne depuis. Donc ces images datent, parce que sinon aujourd'hui, on est le 11 avril, c'est déjà un peu moins spectaculaire, presque 15 jours plus tard. Cette vidéo, il faut bien entendu aussi la resituer dans le contexte climatique qui est le mien, c'est-à-dire climat continental, 340 mètres d'altitude, ce qui n'est pas haut, mais ce qui est un peu au-dessus de la plaine d'Alsace, avec donc en moyenne, on va dire, sur les températures moyennes quotidiennes, 2 degrés de moins. Donc ça n'a rien d'une prouesse, mais c'est tout de même tout à fait intéressant, et c'est intéressant de savoir comment je suis arrivé à ce résultat. Enfin, je trouve. Hein. Vous regardez pas, ce sera finalement votre choix. Donc, notez bien, 1er avril 2021, voilà ce que j'ai filmé. Chers amis du PP, 1er avril aujourd'hui, et ce n'est pas une farce. Macron a causé hier soir, nous a annoncé un nouveau reconfinement qui ne s'appelle pas comme ça, mais qui y ressemble fortement. 1er avril, et aujourd'hui je vais donc récolter ma première laitue paumée de cette année. Alors, c'est une laitue d'hiver. Alors, il y en a quelques-unes. Hein. Je vais prendre celle-là.
je vais vous la filmer en gros plan au moment où je la récolte. Il y en a 5 ici, 3, 4 plus ou moins avancés là-bas, donc une dizaine de ces laitues. Il fait chaud, il fait très très chaud, déjà plus de 25 degrés à l'extérieur tout à l'heure à la station météo, donc à 2 mètres du sol, donc vers 10h30. Et à l'intérieur de la serre, là il fait 32-33, et bientôt je pense que je vais commencer à cuire. La porte est ouverte, mais malheureusement il n'y a pas de tirage d'air, donc il faut que je dévisse cette porte pour pouvoir la glisser de côté et organiser une circulation d'air. L'étude d'hiver, disais-je, et ça mérite une petite réflexion. Le langage jardinier parfois manque de précision. On appelle légumes d'hiver à la fois des légumes qui se récoltent en hiver, qui sont très résistants au froid, mais dont le développement en fait s'est déroulé sur toute la saison qui a précédé. C'est le cas typique par exemple de choux de Bruxelles qu'on va prochainement semer, planter, qui va pousser, faire ces petites pommes, qui sont des bourgeons, qui résistent en hiver. Le chou de Milan est un chou qui résiste, le chou kale est un chou qui résiste, les poireaux, voilà des légumes qui poussent en saison et résistent à l'hiver, et donc on les appelle des légumes d'hiver. Il faudrait terminer la phrase. Le problème, c'est toujours la même chose. On ne termine pas nos phrases. C'est des légumes ayant poussé en saison et qu'on récolte l'hiver. Jusqu'au printemps, jusqu'à ces derniers jours où, et je m'en explique dans une autre vidéo où je parle de vernalisation, tout à coup, ces légumes bisannuels vont monter en graines. Ces laitues-là, c'est tout à fait une autre histoire. Ces laitues sont apparues spontanément en novembre à un endroit où j'avais balancé tout plein de déchets organiques, dont sans doute des tiges de laitue qui étaient montées en fleurs. Et mon seul mérite est quelque part mi-novembre, peut-être fin novembre, en passant par là, a été de voir des tout petits plants de légumes, à peu près comme ceux-là. Et je vois ces tout petits plants de laitue ayant germé par température relativement froide. Et je me dis, tiens, ça ne va pas me coûter cher, je vais les repiquer dans ma serre. Et là, on est donc dans une autre sorte de légumes d'hiver, des légumes qu'on installe à l'automne très tard, qui forment une petite plantule, pas trop développée. Rappelez-vous, c'est la 6e fois que je le dis, que la résistance au froid des légumes diminue quand le légume devient plus grand. Donc la petite plantule, quelques jours après sa germination, est assez résistante. Et donc, pendant tout l'hiver, ces laitues-là étaient totalement ridicules. Une partie, vous voyez que les lignes ne sont pas complètes, une partie ont souffert non pas du froid, mais de l'humidité dans la serre. Et donc, on a sur les laitues un gros problème de pourriture, essentiellement le mildiou mais pas seulement, mais le mildiou de la laitue étant le brémia. Donc j'ai perdu pas mal de ces pieds, malgré le fait que durant tout l'hiver, quelle que soit la température extérieure, même quand il faisait froid, j'essayais d'aérer
ne serait-ce qu'une demi-heure pour renouveler l'air et éviter que l'humidité ne stagne. Donc j'en ai perdu, mais il m'en reste un certain nombre qui ont donc fait la jonction et qui sont donc les premières laitues produites, on va dire, en 2021, même s'ils ont été installés à l'automne. De la même façon, je récolte depuis maintenant déjà 3-4 semaines des radis semés en partie spontanés. Ceux qui sont hors rang ici sont venus spontanément. Ceux qui sont sur les lignes là-bas sont des radis que j'ai semés et qui ont donc levé, même chose, quelque part en novembre. C'était les fameux radis de Noël que j'espérais faire. Je n'ai pas réussi à produire des radis pour Noël. Par contre, donc, à partir de février, j'avais des radis. Dans un premier temps, ceux qui avaient grandi sous le froid n'avaient quasiment aucun goût, donc extrêmement décevant. Et là, depuis 3-4 semaines, depuis que les températures, en tout cas le jour, les températures diurnes montent un peu, sont devenus très très intéressants et ont un goût absolument délicieux. Alors je vais en profiter pour faire une petite insertion, une petite coupure. Ce constat que je fais là sur le radis est tout à fait intéressant parce qu'il explique pourquoi c'est mis dans la tête des consommateurs une fausse idée. On pense que les tomates qu'on achète dans les supermarchés, les tomates qui sont souvent des hybrides, n'ont pas de goût parce que ce sont des hybrides. C'est en partie vrai et en partie faux. Il y a eu des hybrides qui ont été sélectionnés exclusivement par rapport à la forme, la couleur. Il faut que ce soit brillant, il faut que ce soit tel rouge sous les néons, etc. Et d'autres sélections plus récentes. Et donc ces sélections-là, on négligeait complètement le goût. On s'est dit, c'est très simple, les gens achètent dans les magasins si c'est beau. Peu de gens ont le culot de goûter les tomates dans les supermarchés, et donc on va produire des trucs insipides, mais résistants aux maladies, très productifs, etc. Et puis plus récemment, c'est dans ce sens-là que ce n'est qu'à moitié vrai, sont apparus des hybrides sélectionnés sur la question du goût, parce qu'on a bien vu que les consommateurs s'orientaient vers des produits qui ont du goût, éventuellement des produits en circuit court, éventuellement des cœurs de bœuf, etc., qui ne se transportent pas bien, mais qui sont effectivement exquis. Et donc, depuis maintenant, je ne sais pas, 15 ans au moins, la question du goût fait partie du cahier des charges des hybrides, c'est-à-dire que les sélectionneurs sont priés de produire des tomates dont le goût a été testé et qui atteint des standards tout à fait intéressants. Néanmoins, souvent, dans les magasins, ces tomates n'ont pas de goût. Alors, la raison, elle est simple. C'est que le consommateur veut des tomates à Noël. En février, en novembre, peu importe, il veut des tomates toute l'année. Et donc, on va lui fournir des tomates toute l'année. Le consommateur est roi, même si ça commence par une première syllabe qui est con. Et par conséquent, on va produire des tomates sur des îles méditerranéennes. J'ai terminé mon premier bouquin sur Crète et j'ai vu des productions quand j'étais là-bas en novembre. Au Maroc, dans le sud de l'Espagne. Ces tomates vont entamer dans des chambres froides et dans des camions frigorifiques un transport qui peut durer jusqu'à 1 mois, voire 1 mois et demi. Et donc ils sont comme mes malheureux radis là au mois de février à 340 mètres en Alsace,
pas de température suffisante pour développer des arômes. Les arômes se développent à partir de 12-14 degrés. Les chambres froides sont plutôt du côté d'en dessous de 8 degrés pour que ça se conserve. Et donc, il y a actuellement une perception totalement erronée. Je produis, pour des raisons de résistance au milieu, chaque année dans mon échantillon de tomates qui comporte tout plein de choses, il y a 2-3 hybrides plus résistants au milieu, et chaque année je piège quelques-uns de mes visiteurs à qui je fais une dégustation à l'aveugle en disant voilà, vous allez goûter 3 tomates du potager du paresseux, la 1, la 2, la 3, en n'évoquant à aucun moment de quoi il s'agit. Et chaque année, j'ai du mal à faire croire à ces gens qui viennent de manger un hybride et qui sont obligés de se contredire, elles étaient bonnes. Parce que ça, évidemment, ils l'ont dit avant. Et donc, après, c'est souvent la discussion, mais non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Et on est obligé de descendre dans le potager, de voir l'étiquette, etc. Je leur montre les graines, que j'ai bien des graines hybrides, parce que les gens ne veulent pas le croire. Donc, c'est une question aussi, pas seulement, mais aussi de tomates. Et là, donc, ça a été spectaculaire sur ces radis. On en a mangé, c'était vraiment pour la performance, quoi. En février, j'aurais croqué du plastique, ou j'aurais croqué ces fameuses tomates de supermarché sans aucun intérêt, si ce n'est que ça me nourrissait. Et les mêmes, je parle bien des mêmes radis, mêmes semis, même variétés, cultivés au même endroit, mais un peu plus en retard et ayant subi donc une période de température beaucoup plus favorable. Ben là, je parlais des 25 degrés qu'on a connus sur cette période, et j'ai encore dernièrement, là, c'était hier ou avant-hier, malgré le froid qu'il y a eu entre-temps, mais on a mangé avec ma femme des radis qui étaient absolument délicieux, pas trop piquant, un peu piquant, mais un arôme de radis, tout simplement parce que les conditions étaient plus favorables. Les arômes, ce sont des molécules compliquées, c'est des dérivés aromatiques, dérivés de phénol et de choses comme ça, que les plantes ont beaucoup de mal à synthétiser, qui leur demandent beaucoup d'énergie, et par conséquent, ces arômes ne sont produits que quand les températures sont suffisantes. Voilà, et on revient donc à notre cueillette de salade après ce petit parcours sur arôme par arôme. Les feuilles de chêne, tout à fait la même chose, récupérées donc en novembre sur ma zone où j'avais balancé mes déchets verts, repiquées ici plus ou moins en ligne, et là vous voyez que le taux de réussite est bien meilleur. J'ai eu moins de pertes de ces feuilles de chêne que sur les laitues un peu plus sensibles. Alors, je récolte depuis longtemps des feuilles extérieures de ces feuilles de chêne, c'est pour ça qu'elles ont l'air un peu chétives, mais si je n'y avais touché, ce serait actuellement des très très belles pommes. Donc voilà, alors tout ça, ça m'a permis donc de réussir ce que j'aime bien, c'est-à-dire la soudure, avoir pratiquement tout au long de l'année de la verdure dans mon saladier. Donc on a encore à l'extérieur des mâches, donc j'en ai récolté notamment aux endroits que j'ai recouverts de foin. J'en ai encore là dans une zone qui n'est toujours pas couverte, justement parce qu'il y a cette profusion de mâches. Donc je termine les mâches. Dans une autre vidéo, j'évoquerai les pousses de choux de Bruxelles. Donc j'ai des choux de Bruxelles qui n'ont pas été assez développés, assez réussis, on va dire, pour produire des belles pommes, donc que j'ai négligées, et qui maintenant, suite à la vernalisation, commencent à monter en fleurs. Et ces jeunes pousses sont
absolument délicieuse. J'ai ici pas mal d'épinards que je récolte aussi de façon régulière, j'en coupe, je coupe des feuilles extérieures, mais que je mange en salade. Je n'aime pas, je suis comme les sales gosses, je n'aime pas les épinards en bouillie. Par contre, en salade, dans mon saladier, je trouve qu'ils ont une consistance et un petit goût légèrement acidulé qui est tout à fait intéressant, de l'oseille. Donc j'ai un certain nombre de légumes, on va dire hivernaux, et puis maintenant vont prendre le relais ces laitues qui vont bien vite être relayées par celles qui sont ici, qui vont être replantées à l'extérieur, mais j'ai à peu près les mêmes dans mon châssis, malgré l'accident qu'a été l'incursion d'une souris qui m'a rasé un premier repiquage après 8 ou 10 jours. Donc voilà, cette année, j'ai particulièrement bien réussi donc cette soudure, c'est-à-dire ce raccrochage de la production de l'an dernier, production de légumes hivernaux, avec les premiers légumes de cette année. Alors je vais déplacer la caméra parce que je vais vous filmer en gros plan comment je récolte les laitues et pourquoi je les récolte comme ça. Vous verrez donc que les feuilles extérieures sont abîmées, un peu gaufrées, parce qu'elles ont subi des températures, j'ai oublié de le dire, mais ce que vous voyez là comme légumes installés au mois de novembre a subi jusqu'à moins 9,5 dans cette serre, parce que ce sont donc, soyons très précis, des légumes sans aucune énergie extérieure, ni sous forme de chauffage, chauffage électrique, chauffage au gaz, chauffage au fioul, chauffage au pétrole, chauffage aux bougies. Tout ça sont des combustibles fossiles. J'ai vu récemment, des fois se taper la tête contre les murs, une pub pour des petites chaufferettes qui marchent au pétrole appelée Eco Green. Donc brûler du pétrole est devenu écologique. Où va le monde? Où va le monde? On dit qu'on chauffe avec des énergies fossiles, que ce soit les charbons chez les Chinois ou le pétrole dans nos serres, la logique est exactement le même, c'est du CO2 fossile qui repart dans l'atmosphère. Je n'ai rien utilisé de tel, je n'ai pas utilisé de chauffage électrique et étant paresseux par nature, je n'ai pas fait de couche chaude, ce qui est un mécanisme tout à fait efficace que j'ai fait chez mes parents. J'en ai chié à creuser la terre, à mettre du fumier dedans, à tamiser une fine couche de terre, enfin une dizaine de centimètres de terre fine par-dessus, dans lesquels on plantait, on semait, ce qui permettait à mon père d'avoir sans aucune serre des légumes à peu près en même temps que les horticulteurs qui avaient des serres chauffées et qui les vendaient sur les marchés ou dans les jardineries. Donc on peut, je n'ai pas fait ça, donc j'essaye de jouer sur les résistances variétales. Alors s'agissant de laitue ayant poussé spontanément, je n'ai pas le nom de la variété avec certitude, mais c'est fort probablement la merveille d'hiver, une vieille variété sélectionnée. Si vous voulez aller dans ce sens, dans celui dans lequel je vais, c'est-à-dire de cultiver, si possible, toute l'année, il existe une variété qui serait encore plus résistante au froid, selon un site allemand, et qui s'appelle Bacchieux. Malheureusement, je n'ai pas... alors, j'ai trouvé sur Internet un fournisseur qui commercialise cette semence. Mais je n'aime pas juste faire une commande d'un sachet chez tel fournisseur.
pour des raisons évidentes de rentabilité de l'expédition. Donc Paquieux, si ça vous intéresse, là c'est probablement merveille d'hiver. Et donc, je disais feuilles extérieures abîmées. Je vais donc couper la pomme qui m'intéresse moi, la partie centrale qui est tout à fait appétissante, et je vais laisser en place ces feuilles extérieures abîmées, que de toute façon, arrivé à la maison, je trierai, pour au moins 3 raisons. Première chose, ces feuilles continuent de faire la photosynthèse et par conséquent continuent d'alimenter à travers les racines la rhizosphère qui se trouve dans le sol. Ces feuilles, éventuellement, je verrai si c'est le cas, c'est probable mais pas certain, abritent là-dessous une ou deux petites limaces. C'est très rare que sous chacun de vos pieds de laitue, vous n'ayez pas une ou deux limaces. Donc, cet élevage de limaces qui ne nuit en rien à ma production, puisque ces limaces sont là-dessus et mangent les feuilles abîmées qui se décomposent. Donc, j'élève des limaces dans l'espoir qu'un mangeur de limaces qui passe par là reste sur place. Et c'est comme ça que je contribue à avoir un équilibre dans lequel les limaces ne me posent pas trop de problèmes. J'ai aussi des problèmes de limaces, mais ils ne sont de loin pas insurmontables. J'ai mis un peu de féramol 2 fois, 2 poignées, une à gauche, une à droite. Et depuis, je n'ai plus aucun dégât de limaces, comme vous pouvez le voir, sur l'ensemble de ces plants qui sont là. Voilà. Et puis la troisième raison pourquoi je laisse ces feuilles, c'est qu'à l'aisselle de ces feuilles vont se former des petites pommes de laitue. Alors des fois elles sont suffisamment grosses pour que je puisse les cueillir, et puis des fois elles ne méritent pas d'être cueillies, ou alors j'ai profusion de salade ailleurs, et je vais laisser monter en graines. Résultat des courses, j'attire des butineurs, dont des cirques qui sont très intéressés par les fleurs de laitue, et ces graines tombent au sol, ce qui me vaut ce que vous voyez partout là où c'est ouvert, où j'ai ouvert le sillon, des levées spontanées de laitue qui poussent comme des poils sur un chien, selon l'expression que vous me connaissez. Donc voilà, je vais couper cette laitue, ramasser quelques radis, et donc 1er avril, première récolte de laitue paumée au potager du paresseux. Alors voilà, dans la maison il fait un peu plus frais. Voilà donc cette salade lavée, préparée, il ne reste plus qu'à l'assaisonner et à la manger. J'ai oublié un tout petit détail, qui est que ces premières pommes, évidemment, ne sont pas énormes. Vous voyez, c'est un petit brin de paille. Vous voyez un peu, si je tasse un peu, ça rentre dans ce saladier. C'est copieux, mais pas monstrueux. Par contre, comme d'habitude, vous goûtez, même sans aucun assaisonnement, une laitue poussée dans ces conditions, donc j'ai encore oublié de le dire, mais sans aucun travail du sol, sans aucun pesticide, mis à part la poignée de féramol que j'ai utilisé dans la serre, sans aucun engrais, et vous vous doutez bien que cette laitue a un goût que je suis incapable de filmer. C'est ça le problème, comment filmer le goût. Donc je peux vous dire qu'une chose, essayez, goûtez et vous verrez la différence. Je le précise sans vouloir vexer et blâmer personne. Un goût incomparable, y compris avec la plupart des produits bio, en tout cas du bio que vous achetez en magasin. Je suis conscient que certains producteurs bio de proximité fonctionnent eux aussi selon des modèles de sol vivants et arrivent eux aussi à produire
du goût. Il faudrait distinguer un jour que je fasse une petite vidéo sur le bio intensif et le bio plutôt inspiré de techniques sol vivant. Alors voilà, donc ça, vous le croquez même sans assaisonnement, elle est presque huileuse comme ça. Et vous avez une laitue qui a du goût, à tel point que ma fille, au tout début, il y a 6-7 ans, un jour, me sort un sketch du genre « Papa, elle est amère ta salade ». J'ai dû lui expliquer qu'une laitue avait du goût et qu'à force de manger des trucs qui se mangeraient comme du plastique dans les cantines, il ne savait plus qu'une laitue, ça avait un goût, dont une légère amertume, vu que c'est un descendant de la laitue sauvage avec son latex, donc blanchâtre, et avec son amertume liée à certains alcaloïdes qui ont des vertus tout à fait intéressantes. Voilà, petite vidéo, je pense. Bon, j'en sais rien en fait. Ciao et à une prochaine. Bon, un petit mot pour finir. Je me suis rendu compte au montage, c'est au montage qu'on se rend compte de la qualité à la fois de la vidéo et du son, qu'il y a un sifflement dont j'ignore absolument l'origine. Donc je me suis mis là en filaire. Alors ce micro-filaire a à l'inverse un son un peu grave et un peu fort, donc j'ignore et j'ai essayé tout ce que j'ai pu trouver, donc en termes de filtration audio sur le logiciel que j'utilise. Donc j'utilise là un filtre passe-bas que j'ai essayé du paramètre du mieux possible pour qu'on me comprenne quand même. Donc ma voix est un peu déformée et malgré tout il reste des sifflements. Voilà, comme pour l'humour, je fais ce que je peux. Je ne suis pas expert du tout en matière de vidéo, j'apprends sur le tas, je rêve d'avoir un équipement pro et puis les compétences, je ne les ai pas. Donc si ça vous agace, là aussi, il n'y a qu'une seule solution. En haut à droite, vous cliquez, je comprends. Pour les autres, accepter ce sifflement qui moi aussi m'a agacé. Allez, ciao.